Bonsoir à toutes et à tous. En tout cas, bonsoir surtout à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer aujourd'hui, parce que j'ai déjà vu beaucoup d'entre vous. Merci d'abord d'être nombreux présents à cette conférence nocturne de l'ENSOSP que nous avons le plaisir de vous présenter. Et je voudrais en particulier remercier la présence de nos hôtes éminents, Monsieur Jean-Claude Coulet ici présent. Pour ceux qui étaient présents au colloque lié à la formation, ont déjà eu l'occasion de faire la connaissance, et Monsieur Emmanuel Prosic qui interviendra dans un deuxième temps. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Monsieur Coulet, merci beaucoup Monsieur Prosic à l'avance pour cette conférence. Merci à tous pour votre présence. Très bonne soirée et je vous laisse la parole. Autour des questions du travail, de productivité, de toutes ces questions-là, c'est développer une communauté scientifique autour du monde du travail. Globalement, à partir du début du XXe siècle. Cette communauté scientifique était plutôt au départ sur l'analyse concrète de l'individu au travail. Puis, dans les années 50, s'est poursuivi sur la notion de formation professionnelle, où on a commencé vraiment à réfléchir sur comment on pouvait optimiser l'activité de l'être humain au travail. Et cette communauté scientifique, en fait, a grandi au fil du temps et nous permet aujourd'hui de mieux comprendre cette évolution sociétale dans laquelle nous sommes et de comprendre pourquoi nos environnements formation se transforment petit à petit. Ça fait partie c'est le cœur de nos discussions au cours de ce colloque des acteurs de la formation. Pour nos collègues stagiaires de l'ENSOSP et notamment les lieutenants, on a commencé à l'évoquer à travers votre parcours d'accompagnateur de proximité. Tout ça évolue, mais pour que ça fonctionne, il faut que de temps en temps, on tire le frein à main et on analyse notre propre travail d'acteur de la formation et que ce travail, on le confronte à un certain nombre de concepts qui nous permettent de mieux comprendre comment tout cela, ça fonctionne. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'une communauté scientifique qui est très très vaste. Je vous parle d'ergonomie, on parle de socio-psychologie du travail, on parle de didactique, puis de didactique professionnelle, etc. etc. Nous avons choisi ce soir deux angles d'analyse de la formation. Un premier angle issu de l'analyse du travail qui est même innovant, puisque c'est un courant qui émerge tout doucement, qui est porté par M. Coulet, et qui est autour de la notion d'analyse des compétences. L'analyse de la compétence, c'est de voir comment, à partir de cette analyse de compétences, on peut mieux construire des dispositifs de formation, mieux accompagner les individus dans le développement des compétences. Et puis, M. Prosic, lui, apportera un œil neurobiologique. L'idée, c'est de comprendre, parce que toute une communauté aussi scientifique s'est bâtie autour de ces questions-là, mieux comprendre comment fonctionne le cerveau en l'état actuel de la science dans ces mécanismes d'apprentissage. Voilà. Donc, encore une fois, une heure de présentation de ces deux cadres conceptuels et puis surtout, après, j'espère, de nombreux échanges. Voilà, bonne conférence à tous. Jean-Claude, c'est à toi. Merci. Alors, tout d'abord, je vous demande d'excuser de vous avoir projeté déjà en octobre 2019. Ça fait partie des erreurs qu'on fait quand on fait du copier-coller. Voilà, alors je me présente rapidement, peut-être en positionnant mon propos, en disant que je travaille sur les compétences individuelles et collectives déjà depuis plus de 15 ans. Et ça m'a donné l'occasion de produire 3 modèles que je vais évoquer, pas présenter véritablement, mais évoquer ce soir devant vous. Et par ailleurs, j'ai écrit un ouvrage dont Patricia Arnaud vous a déjà fait la publicité. Je ne lui avais rien demandé, mais elle l'a fait à plusieurs reprises. Et je présenterai justement la couverture de l'ouvrage de façon à ce que vous puissiez voir à quoi ressemble cet ouvrage. Et par ailleurs, j'ai une expérience d'universitaire dans laquelle j'ai été responsable d'un master pro. Et dans cette activité, je me suis forgé une certitude, c'est que l'approche par compétences, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, efficient et surtout jouissif à la fois pour les formateurs et pour les étudiants. Alors,
Mes objectifs ce soir, c'est montrer l'intérêt et les limites d'une approche par compétences, et j'ai souligné classique parce que si on en reste à une approche par compétences classique, il me semble qu'on manque un petit peu quelque chose, et notamment cette idée qu'on a besoin de cadres théoriques pour concevoir le développement des compétences individuelles et collectives. Et donc je vais insister un petit peu sur cet aspect théorique qui me semble important à avoir présent à l'esprit quand on fait de l'approche par compétences. Et enfin, parce que je sais que vous êtes préoccupés par des questions opérationnelles et pratiques, j'essaierai de montrer comment ces cadres théoriques peuvent être déclinés pour penser des outils pratiques. Alors, en ce qui concerne les intérêts et limites d'une approche par compétences classique en formation, je commencerai par situer l'approche par compétences par rapport à la pédagogie traditionnelle classique, c'est-à-dire celle dans laquelle on cherche à transformer des savoirs collectivement construits en connaissances individuelles. Et bien sûr, avec l'idée que peut-être il y a des compétences qui se construisent parallèlement à ça quand on fait ça, mais surtout que les formés, une fois qu'ils auront acquis ces savoirs, se débrouilleront pour construire des compétences dont ils ont besoin dans leur vie professionnelle. Et bien sûr, peut-être pourront-ils également mobiliser ces compétences incidentes qu'ils ont pu construire dans le cadre de ces enseignements traditionnels. Mais en tout état de cause, ces compétences incidentes sont des compétences qui ne sont absolument pas visées explicitement par le formateur, et ce sont des compétences qu'on connaît bien, qui consistent à savoir deviner quelle est la question qui sera posée au contrôle de connaissances au bout de la formation, qui consiste à savoir prendre des notes pour pouvoir économiser un maximum ses forces, qui consiste également à apprendre la veille de l'examen pour savoir un maximum de choses le jour de l'examen et oublier l'essentiel de ce qu'on a appris le lendemain de l'examen, ainsi de suite. L'approche par compétence est une approche qui a un principe de base qui est tout autre, qui consiste à avoir des compétences spontanées chez les apprenants qu'on essaye de repérer et qu'on essaye de faire évoluer vers des compétences qui sont visées. Alors, bien sûr, tout ça, c'est bien connu, mais par contre, la question essentielle qui est posée, c'est « mais qu'est-ce que c'est que la compétence ?» Qu'est-ce que c'est que la compétence? Alors là, dès lors qu'on va visiter la littérature sur qu'est-ce que c'est que les compétences, on est rapidement pris d'un vertige parce que les définitions classiques de la compétence sont pléthores et elles ne sont pas nécessairement compatibles les unes avec les autres. Alors j'ai pris simplement quelques exemples, notamment de définitions de compétences célèbres, pour essayer de montrer quelles sont les limites de ces définitions-là, et notamment quelles sont les limites parce qu'elles ne proposent pas par derrière un modèle qui rende compte de l'essentiel. Alors, si on prend par exemple la définition de tardif, qui est très très utilisée, notamment dans le monde de la formation, eh bien, il nous décrit la compétence de cette façon-là, un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. Et j'ai souligné en vert efficace parce que, du coup, on limite tout de suite la compétence à quelque chose qui est efficace. Or, les compétences, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est efficace. Ce qui est reconnu comme efficace, c'est un certain niveau de compétence. Mais face à une tâche, tout le monde sait faire quelque chose de façon plus ou moins compétente. Et du coup, on en arrive avec cette façon d'appréhender les choses à partitionner la population en deux parties, ceux qui sont efficaces et donc réputés compétents par rapport à ceux qui ne sont pas efficaces et réputés non compétents.
Et ça pose d'énormes problèmes. Et on voit bien dans les évaluations ordinales qu'on met en place pour pallier cette dichotomie sévère, on va dire peu satisfaisant, satisfaisant, très satisfaisant ou des choses de ce type-là, mais ça ne change pas le problème parce qu'on ne définit pas les critères qui sont derrière. Par ailleurs, on a des définitions de ce type-là, donc j'ai repris celle de Tardif, j'ai ajouté celle de Becker, où on voit bien que le problème qui est posé, c'est que derrière, on n'a pas d'explicitation des processus qui sont repérés comme étant des processus de combinaison ou des processus d'intégration, et évidemment, ça ne permet pas d'aller beaucoup plus loin d'un point de vue opérationnel. Ici, ce que j'ai souligné, c'est la question des ressources qui sont souvent évoquées, mais sans tenir compte du fait qu'une ressource n'est une ressource que par rapport au niveau de compétence qu'on a atteint pour l'utiliser, cette ressource. Et du coup, on a l'impression que les ressources sont là et qu'il suffit de puiser dans le stock des ressources pour pouvoir être compétent. Et enfin, quand on regarde du côté des compétences collectives, on se rend compte que les définitions ne sont pas beaucoup plus avancées du point de vue de ce qu'elles proposent, puisqu'ici, on a cette fameuse composante indéfinissable qui est propre au groupe et issue de la synergie et de la dynamique de ce groupe. Bref, ici, il n'y a pas non plus d'articulation entre compétences individuelles et compétences collectives. Alors, j'aurais pu multiplier les exemples, j'en reste là, mais en tout état de cause, la littérature ne nous fournit pas des outils opérationnalisables si on en reste là. Alors, la conception alternative. Bien, la conception alternative, elle consiste à considérer tout d'abord qu'il n'y a pas de compétence sans activité et que la compétence renvoie nécessairement à l'activité. Or, là, pour le coup, dans la littérature, on a tout un tas de travaux qui portent sur l'activité. Alors, bien sûr, les travaux de l'école russe, avec notamment Vygotsky, et des concepts qui sont des concepts qui ont été élaborés dans ces cadres théoriques, qui sont des concepts extrêmement intéressants pour parler de l'organisation de l'activité. On a bien sûr des gens comme Piaget, qui ont beaucoup réfléchi à des concepts de type schème, régulation, théorie de l'équilibration, etc., qui permettent effectivement d'avoir quelque chose de solide du point de vue des concepts théoriques. Et puis il y a des néo-piagétiens comme Vergniaud, Rabardel, Pastré, etc., qui ont réutilisé un certain nombre de ces concepts pour pouvoir avancer dans leur champ, et notamment sur la question de l'organisation de l'activité. Alors, en ce qui me concerne, j'ai essayé de construire MADEC, qui est le modèle d'analyse dynamique pour le développement et l'évaluation des compétences. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui essaye de synthétiser un petit peu les différents concepts qui ont été apportés par ces différents courants théoriques. Alors, que propose MADEC ? Eh bien, MADEC propose un modèle de la compétence qui consiste à donner déjà une définition dans laquelle on repère à la fois l'idée d'une organisation dynamique et non pas statique de l'activité. Ensuite, les deux termes importants, c'est mobiliser et réguler, parce que la régulation de l'activité en situation est extrêmement importante du point de vue de la compétence. Et par ailleurs, pour faire face à une tâche donnée dans une situation déterminée. Et cette définition-là, elle correspond à une conception qui consiste à reprendre notamment la notion de schème qui a été développée par Piaget, puis reprise par Vergniaud, et qui consiste à dire qu'un schème, c'est une organisation de l'activité pour une classe de situation. Et en ce qui me concerne, j'insiste beaucoup sur le fait que cette organisation de l'activité, elle se fait par rapport à trois dimensions qui sont la relation à la tâche d'un côté, mais aussi la relation à autrui et la relation à soi, ce qui permet d'intégrer ce qu'on appelle par exemple les soft skills ou toutes ces compétences douces qui renvoient à une certaine forme de savoir-être, mais qu'on ne savait pas vraiment aborder et qu'on ne sait toujours pas vraiment aborder tant qu'on les utilise
en utilisant ce vocabulaire de compétences douces, parce que ça n'en dit pas plus sur les processus qui sont en jeu. Par contre, si on les pose en termes de schèmes orientés vers autrui ou orientés vers soi, à ce moment-là, on peut avancer de la même façon qu'on avance avec les schèmes qui sont en relation avec la tâche. Bien sûr, la compétence, c'est cette organisation de l'activité qui va être mobilisée via des artefacts pour traiter une situation, une tâche donnée dans une situation déterminée, mais aussi régulée pour modifier cette organisation en fonction notamment des écarts qu'il y a entre ce qui a été anticipé et ce qui a été réellement produit par l'activité. Autrement dit, la compétence est à la fois un potentiel. Alors, il y a des piagétiens qui disent un potentiel, c'est une permanence structurale, le schème est une permanence structurale, mais en même temps, ils disent le schème, c'est aussi une variabilité procédurale, parce que précisément, comme il est pertinent pour une classe de situation, pour chaque situation, il y a une adaptation qui se fait. Et du côté des gens qui ont travaillé notamment en management et en analyse du travail sur les routines organisationnelles, on parle de routines organisationnelles qui présentent un aspect ostensif, c'est-à-dire ce qui est véritablement structural, et puis un aspect performatif qui est ce qui est effectivement mis en jeu dans une situation particulière. Alors, j'ai pris ici l'exemple traverser la rue pour montrer qu'une compétence, ce n'est pas si simple que ça, y compris quand il s'agit d'une activité aussi simple que celle qui consiste à traverser la rue. Alors, si je reprends le modèle, bien traverser la rue, ça veut dire produire un déplacement par rapport à une rue, par rapport à la tâche qui consiste à atteindre le trottoir d'en face. C'est aussi tenir compte d'autrui, notamment des conducteurs de voitures, des piétons, etc. C'est aussi avoir une relation à soi, notamment par rapport à ses propres possibilités, par rapport au sentiment de compétence qu'on a pour traverser la rue, etc. Traverser la rue, c'est également avoir une organisation de l'activité qui consiste à produire un déplacement par rapport à un ensemble de situations qui sont de même nature et qui constituent en quelque sorte une expérience personnelle. Pour mobiliser cette organisation de l'activité, eh bien, on va produire un ensemble de gestes dans un certain ordre. Donc, on va utiliser différentes façons de mobiliser cette organisation de l'activité pour pouvoir atteindre le résultat visé. On va tenir compte de tous les artefacts dont on a besoin dans cette situation-là, par exemple les feux tricolores. On va avoir comme tâche de traverser la rue. La situation sera celle dans laquelle je me trouve, le type de rue, le type de pays, avec des véhicules qui roulent à droite ou qui roulent à gauche, ce qui change un petit peu la manière de faire. Et puis on va avoir des régulations, parce que dans le déroulement de l'activité, on va pouvoir être confronté à des situations où il faut éviter les autres piétons, il faut se dépêcher, il faut vérifier le feu, etc. Alors, si on en reste là, on a déjà fait, me semble-t-il, un pas de plus par rapport aux définitions classiques, mais pour autant, on est encore loin du compte parce qu'on n'a pas vraiment précisé quels sont les processus qui sont en jeu. Et donc, pour préciser les processus qui sont en jeu, j'ai repris la définition analytique du schème que propose Vergniaud et qui consiste à dire une activité, une organisation de l'activité, un schème, c'est une activité qui vise à produire un résultat. Éventuellement, Pierre Rabardel rajoute via des artefacts qui sont toujours utilisés pour produire ces résultats. Et on a forcément une anticipation de ces résultats chaque fois qu'on s'engage dans une activité. On mobilise différentes règles d'action en succession ou en parallèle pour pouvoir atteindre le résultat que l'on vise. On fait des inférences pour choisir les bonnes règles d'action en fonction des circonstances dans lesquelles on se trouve. Ce n'est pas tout à fait pareil dans cette situation-ci que dans la situation précédente. Et surtout, on a un certain nombre de choses dans la tête, des choses que l'on tient pour vraies,
et des choses que l'on tient pour pertinentes et qui constituent ce que Gérard Vergniaud appelle des invariants opératoires. Et il appelle ce qu'on tient pour vrai des théorèmes en acte et ce qu'on tient pour pertinent des concepts en acte. Donc, la compétence, ça consiste à mobiliser une activité, c'est l'activité productive, pour produire un résultat. Mais c'est également réguler cette activité, et à mon avis, on peut réguler cette activité de 3 façons, soit en changeant les règles d'action, notamment l'ordre dans lequel on fait telle ou telle opération, ou les types d'opérations que l'on peut faire. On peut changer les conceptions de l'activité, ou on peut changer carrément le schème qu'on a mobilisé initialement, parce qu'on pensait que celui-ci était pertinent par rapport à la situation, et on se rend compte, au regard des résultats obtenus, que c'est non pertinent et qu'il faut s'y prendre de façon radicalement différente. Alors ce modèle-là permet effectivement d'aller beaucoup plus loin, et vous verrez qu'on peut opérationnaliser, notamment pour faire des référentiels de compétences, pour penser les situations de formation, etc. J'insiste encore sur une chose par rapport à ce schéma, c'est les 3 formes d'adaptation qui sont en jeu dans cette situation. C'est d'abord une adaptation en termes de choix des règles d'action, c'est la flèche 1, c'est l'adaptation aux propriétés de l'artefact, c'est la flèche 2, et puis c'est l'adaptation aux résultats qui ont été obtenus, et c'est la flèche 3. Si je reprends l'exemple traverser la rue, on peut voir que ça fonctionne parfaitement. L'activité productive, c'est bien traverser la rue, les artefacts, le passage protégé, les feux tricolores, etc. Les anticipations, par exemple, arriver sur le trottoir d'en face. Les règles d'action, par exemple, attendre le feu, marcher en évitant les piétons, vérifier l'état du feu, etc. Les inférences, c'est choisir en fonction de ce que je sais, en fonction de normes, en fonction de croyances que j'ai, et on dit, en fonction de tout ça, je vais choisir plutôt telle règle d'action plutôt que telle autre. Et enfin, des invariants opératoires, tout simplement, je sais que, je crois que, j'attache beaucoup de valeur à, donc je suis capable de justifier l'activité que je mets en œuvre en fonction de tout ça. Et puis, je sais aussi que pour traverser la rue, il faut tenir compte d'eux. Et il faut tenir compte d'eux, et ça c'est un élément fondamental notamment qui distingue un expert d'un novice. Un expert sait parfaitement repérer quels sont les éléments qu'il faut tenir pour pertinents pour réussir la tâche, alors qu'un novice souvent ne sait pas quels sont les éléments qui sont pertinents à prendre en compte pour réussir la tâche. On obtient des résultats, je suis presque arrivé, mais des piétons font obstacle. Autrement dit, le résultat que j'obtiens a un écart avec celui que j'avais anticipé. Et du coup, je suis obligé de réguler mon activité. En boucle courte, par exemple, j'accélère en contournant les piétons. Je change de conception, je m'autorise à bousculer les piétons. Autrement dit, je viole une chose que je tenais pour vraie. Je respecte les gens et je ne les bouscule pas. Ou alors, tout simplement, je change de schème, j'ai une passerelle un peu plus loin, je rebrousse ce chemin et j'emprunte la passerelle, ce qui est, d'une certaine façon, une autre organisation de l'activité. Alors, quelques précautions terminologiques, parce qu'il me semble que c'est extrêmement important de bien distinguer ce qui est de l'ordre des connaissances, des compétences et de l'activité. Donc, si on est d'accord pour imaginez que la compétence relève de cette mobilisation, de cette régulation de l'activité pour traiter une tâche donnée dans une situation déterminée, alors la compétence, c'est tout ça. Les connaissances, elles relèvent de l'organisation de l'activité, et elles sont là, bien sûr, ce sont des choses que l'on sait, à côté des choses que l'on croit, à côté des choses que l'on tient qui relèvent des valeurs que l'on a, ou des normes, auxquelles on se soumet. Et puis, l'activité, c'est ce qu'on met effectivement en œuvre, et cette activité va permettre de construire des connaissances, parce que chaque fois qu'on agit, on construit des choses, et en particulier, on construit des connaissances. Et donc, il me semble qu'il est extrêmement important de toujours tenir compte du fait qu'il n'y a pas de compétences sans connaissances, et que cette opposition que l'on fait souvent, ou que l'on trouve souvent dans la littérature, en disant
par exemple, socle commun de connaissances et de compétences, comme si les unes étaient opposées aux autres. Ce sont des distinctions qui ne peuvent pas tenir la route dans la mesure où il n'y a pas de compétences en connaissances et pas de connaissances en compétences. Deuxième chose, tâche et activité. Alors que la tâche, c'est cela, l'activité, c'est cela, c'est-à-dire cette composante productive et constructive qui me permet d'obtenir un résultat sur la tâche. J'attire l'attention sur le fait que la tâche et l'activité, du point de vue du vocabulaire qui est utilisé, ça se formule de la même façon. Traverser la rue, c'est à la fois la tâche, parce que c'est ce que j'ai à faire, mais c'est aussi l'activité que je mets en œuvre. D'où des confusions entre tâche et activité. Or, le schéma permet de comprendre que ça n'a rien à voir, la tâche et l'activité sont deux choses radicalement différentes. Donc, surtout, ne pas confondre l'un avec l'autre. Troisième problème de vocabulaire et de conception, c'est celui qui touche à la différence justement entre tâche et activité et celle qui touche à référentiel métier et référentiel de compétences. Quand on définit une tâche comme étant un métier, une mission, une fonction, donc ce qu'il y a à faire, eh bien, on désigne en fait quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire un état initial qu'il va falloir transformer par des suites d'actions assorties de contraintes, parce que tout n'est pas possible, et qui va permettre d'obtenir un résultat final. L'activité, c'est la mobilisation d'une compétence, c'est-à-dire ce qui est effectivement fait dans le rapport à la tâche, dans le rapport à autrui et dans le rapport à soi. Et là, pour rendre compte de l'activité, alors un modèle du type MADEC peut être utile pour rendre compte des processus qui sont effectivement en jeu. Et on voit bien que ici, on peut définir un référentiel métier et ici, on peut définir un référentiel de compétences. Ce qui, évidemment, n'est pas la même chose, même si la plupart des référentiels dits de compétences ne sont que des référentiels métiers, parce qu'on ne fait qu'énoncer des tâches qu'il y a à réaliser ou des missions qu'il y a à réaliser. Alors, quelques utilisations possibles de MADEC. Première utilisation, justement, les référentiels métiers de compétences, avec cette idée que l'élaboration d'un référentiel métier, eh bien, ça doit consister à inventorier les différentes compétences qu'on va devoir mobiliser. Donc on les nomme simplement, avec les différentes actions qui sont à produire, mais surtout, et ça je pense qu'il est extrêmement important de tenir ça, d'avoir bien ça en tête, surtout en gardant ces trois colonnes, rapport à la tâche, rapport à autrui et rapport à soi, parce que tout ça, ça va ensemble et c'est systématiquement mobilisé, quelle que soit l'activité. Par contre, le référentiel de compétences, on peut le construire de cette manière-là, donc on retrouve bien les trois colonnes, mais par contre, ce sont les processus qui sont en jeu dans la mobilisation des compétences qui sont à repérer, et du coup, on peut essayer d'analyser de façon extrêmement fine ce que sont ces différents éléments qui constituent la compétence. Alors, je passe assez vite parce que il me reste peu de temps pour essayer d'aller sur d'autres exemples. La structuration du retour d'expérience. Alors, j'ai essayé de travailler un petit peu pour vous spécifiquement en me disant, bon, si on l'applique à des situations de ce type-là, je sais que ces retours d'expérience sont capitaux pour vous. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, on peut faire par exemple ça, c'est-à-dire essayer déjà de repérer quelles sont les différentes activités qui ont été faites sur ces trois plans. Relation à la tâche, relation à autrui, relation à soi. Et puis, on peut se poser des questions de ce type-là pour essayer de structurer le retour d'expérience. Et du coup, dès lors qu'on fait ça et qu'on cherche à remplir chacune des cases à partir des questions de ce type-là, évidemment, on pousse les gens à aller beaucoup plus loin qu'ils ne vont spontanément lorsqu'ils font état simplement
de ce qu'ils ont vécu sur la base des traces mnémoniques qu'ils ont construites. Autre exemple, alors, non, toujours sur le même exemple, c'est l'exploration, mais cette fois prospective, de ce retour d'expérience en utilisant les différentes formes d'adaptation que j'ai évoquées tout à l'heure, avec les 3 flèches jaunes qui étaient numérotées de 1 à 3, et on voit bien que chacune de ces formes d'adaptation peut donner lieu à un certain nombre de questions qui permettent de se dire, bon, et la prochaine fois, comment est-ce qu'on peut s'y prendre de façon alternative pour ne pas refaire les erreurs qu'on a faites ou de ne pas se mettre en situation dangereuse comme on s'y est mis cette fois-ci, etc. Concernant l'évaluation des compétences, c'est la même chose. L'évaluation en formation classique présente évidemment ces inconvénients-là, qui ne rendent absolument pas compte, évidemment, de ce que sont les processus en jeu dans la compétence. Et donc, une évaluation en formation de type APC, ça devrait être une évaluation qui porte sur les processus de production de la performance, et donc qui utilise un modèle de ce type-là, avec comme résultat une distinction nette entre ce qui est de l'ordre de la performance et ce qui est de l'ordre de la compétence, et avec la possibilité de renseigner, grâce au modèle, un tableau de ce type-là, où on retrouve de nouveau les composantes des processus et un certain nombre de questions que l'on peut se poser par rapport à chacun de ces processus. Et du coup, quand on se pose ces questions-là, évidemment, on se pose des questions sur le comment est-ce qu'on a organisé l'activité pour produire la performance. Alors, troisième façon d'aborder les choses, c'est la compétence, le modèle MADEC, on le retrouve en bas ici. Et que fait un formateur? Eh bien, un formateur, à mon avis, il a 2 compétences essentielles. C'est celle qui consiste à prélever de l'information sur ce que fait l'apprenant par rapport à une tâche donnée, et d'autre part, agir sur ces différentes composantes. Ce qu'on fait habituellement, intuitivement, le modèle permet de le faire de façon systématique et de se poser des questions sur quels sont les invariants opératoires, quel type d'inférence fait-il, quelles sont les règles d'action qu'il utilise, quelles anticipations des résultats qu'il va obtenir fait-il, quels artefacts utilise-t-il, comment s'adapte-t-il aux propriétés de ces artefacts, etc. Comment régule-t-il son activité en boucle courte, en boucle longue, avec un changement de schème, etc. Et ça permet, un schéma de ce type, ça permet de fixer des objectifs pédagogiques. Là, on fait la transition avec la construction d'un référentiel de formation à partir d'un référentiel de compétences. Et on voit bien qu'on va pouvoir se poser tout un tas de questions en se disant sur quoi je vais prioriser mon activité d'enseignant ici et maintenant, dans telle séquence, dans telle séance. Alors, ce qui me paraît important maintenant, c'est d'aborder la question des groupes, parce que lorsque on fait de la pédagogie traditionnelle, on est en général un formateur qui s'adresse à un groupe, comme je suis en train de le faire ici. Je n'ai aucune connaissance de ce que vous êtes les uns et les autres, et je m'adresse à un groupe que je suppose homogène, alors que c'est faux, il n'est pas homogène. Dans l'approche par compétence, le formateur s'adresse plutôt à un ensemble d'individus formés, c'est-à-dire des gens qui vont devoir évoluer dans leurs compétences. Et la question qui se pose, c'est quelle dynamique de gestion du groupe. Et là, je fais un petit détour par cet auteur qui s'appelle Nonaka, qui a travaillé sur les entreprises japonaises pour essayer de voir comment fonctionnaient les entreprises japonaises pour produire de l'innovation. Et il propose un modèle qui me paraît extrêmement intéressant, c'est celui qui consiste à dire en fait, dans un collectif, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une socialisation, c'est-à-dire des connaissances tacites qui sont partagées par les gens parce qu'ils sont en contact les uns avec les autres. Puis ces connaissances peuvent être extériorisées via des systèmes symboliques, notamment le langage.
puis elles peuvent être combinées à un niveau collectif pour donner quelque chose de vraiment formalisé, de type les savoirs qui se trouvent dans les livres, mais pas que. Les procédures, par exemple, pour vous c'est extrêmement important, les procédures qui sont écrites pour intervenir sur tel ou tel type d'incident. Et ensuite, l'intériorisation, parce qu'une fois qu'on a des procédures, eh bien, encore faut-il que chacun des individus se les approprie. Autrement dit, ce modèle-là permet de décrire quelque chose qui est de l'ordre du passage de connaissances tacites à des connaissances explicites, de connaissances explicites vers d'autres connaissances explicites, de ces connaissances explicites vers des connaissances tacites, et puis des connaissances tacites vers des connaissances tacites. Ça, c'est le modèle de Nonaka. Si on essaye de voir ce qu'il y a derrière, eh bien, on pourrait dire que c'est une participation à des pratiques sociales, une participation à des échanges symboliques, une formalisation collective de l'expérience et un apprentissage en lien avec l'activité. Mais ce modèle-là, et notamment quand on lit Nonaka, on voit bien que ce qu'il appelle connaissances sont en fait des compétences. Et moi, je propose qu'on puisse lire ce modèle-là de cette façon-là, en disant qu'il s'agit d'une articulation entre des compétences individuelles et des compétences collectives. Alors, avec la phase de socialisation qui serait de l'ordre de la percolation de compétences, des compétences qui sont appropriées sans que les gens sachent vraiment qu'ils sont en train de s'approprier des connaissances mutuellement, des compétences qui seraient explicitées, des compétences qui seraient formalisées et des compétences qui seraient appropriées. Et partant de là, on peut repérer dans la littérature psychologique les processus qui sont en jeu. Ici, avec notamment des apprentissages par observation et des apprentissages implicites qui sont très largement décrits dans la littérature psychologique, les apprentissages par observation, notamment à travers Bandura, que beaucoup de pédagogues connaissent. Tout ce qui est de l'ordre de l'explicitation avec la prise de conscience telle que l'a décrite Piaget, et notamment tout ce qui est de l'ordre des apprentissages socio-cognitifs, parce que quand on échange des connaissances en verbalisant, eh bien on co-construit des connaissances. Ici, avec des processus de type abstraction réfléchie tels que l'a proposé Piaget, ou bien de type régulation de l'activité collective. Et puis enfin, dans l'appropriation des compétences, eh bien c'est tout le problème de l'équilibration tel que l'a décrit Piaget, ou de l'instrumentation des schèmes tels que les décrit Rabardel, par exemple, dans le rapport à l'artefact. En conclusion, il me semble qu'on dispose là de 3 modèles. Un premier modèle pour comprendre ce qu'est la compétence, un deuxième pour accompagner la mobilisation des compétences, et un troisième pour articuler compétences individuelles et compétences collectives au service des activités de formation. Alors, je vous ai mis un certain nombre de références bibliographiques, non pas pour que vous les notiez tout de suite, mais pour vous montrer qu'il y a du travail qui a été fait derrière, et pour vous présenter la fameuse couverture du bouquin dont vous a parlé Patricia Arnaud hier. Je vous remercie. Merci Jean-Claude pour cette présentation, pour cette approche. Allez, 2 questions tout de suite à chaud, s'il y en a. Qui utilise ces modèles ? Il y a un de vos collègues que j'ai rencontré qui l'a utilisé, je ne le vois pas tout de suite. Voilà. Donc il peut vous en parler. Bonsoir à tous. J'ai été chargé par le colonel Weiss avec 3 de mes collègues de travailler dans le cadre d'un mémoire de chef de groupement l'année dernière sur l'évaluation de la compétence en milieu opérationnel. Du coup, on a fait quelques recherches et on a découvert le MADEC, le MADIC. On a essayé d'appliquer ces modèles sur la gestion opérationnelle et le commandement. Et on s'est rendu compte que les invariants, on en avait, que les règles d'action, on en avait beaucoup, et que tout ça, l'application du GOC et d'autres modèles opérationnels au MADEC, ça fonctionne très bien, et donc on peut évaluer les compétences à partir de ce modèle, et le MADIC également. On ne connaissait pas le 3e, donc il faudrait qu'on teste, même si on a fini la formation. C'est intéressant quand même de continuer à travailler. Mais en tout cas, ça fonctionne, c'est totalement adapté à notre modèle de fonctionnement, et donc l'évaluation des compétences en milieu opérationnel est possible à partir de ces modèles.
Si vous voulez, le mémoire est à vendre, enfin, ou disponible au CRD peut-être. Voilà. On va passer la parole à Emmanuel Prosic. Merci beaucoup Jean-Claude. Et donc la question maintenant c'est, dans tout ça, le cerveau, comment fonctionne-t-il? Est-ce qu'on a des éléments qui permettent de comprendre comment fonctionne le cerveau lorsqu'il apprend? Emmanuel, c'est à vous. Oui, merci. Donc on va changer complètement de dimension là. Et je vais essayer de vous donner mon point de vue de neuroscientifique, donc, du CNRS. Sur l'apprentissage, vous verrez que c'est très basique. Je vais vous illustrer ça avec des exemples, mais je vais juste vous amener quelques concepts de base, je pense, qui sont importants. Actuellement, en neurosciences, surtout ce qu'on appelle les neurosciences cognitives, on considère que si on veut vraiment comprendre quelque chose d'aussi compliqué que l'apprentissage, il faut l'aborder en parallèle au moins à 3 niveaux. Un premier niveau qui est le niveau, je dirais, le plus abstrait théorique, qu'on dit computationnel, qui serait qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, à quoi ça sert pour un individu d'apprendre, à quoi ça correspond dans son interaction avec l'environnement. Le deuxième niveau serait le niveau plutôt algorithmique, c'est-à-dire quelles sont les fonctions qui font dans son cerveau qu'il va prendre des entrées et les transformer pour faire quelque chose que nous on considère comportementalement après comme de l'apprentissage. Et puis il y a un troisième niveau qui est le niveau qu'on appelle structurel ou hardware, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le cerveau, mécaniquement, biologiquement, va produire l'apprentissage. C'est plus ce que je fais moi. Et je vais commencer par ça, ici, pour illustrer un peu la partie neurobiologique. C'est pour ça que j'ai choisi cette figure, ici, qui est en fait une œuvre d'art, qui reprend les grandes propriétés du système nerveux et du cerveau, en particulier chez l'homme. Du point de vue organisationnel et qui vont servir à expliquer comment ça marche. La première chose, vous voyez, c'est cet ensemble là, ici de très dense qui représente en fait les couches corticales, les couches de neurones, des milliards de neurones qui sont organisés de façon tout à fait régulière à la périphérie de vos deux hémisphères. Ici, c'est la substance grise et qui regroupe les neurones en zones qui sont, je vais l'expliquer après, organisés selon différentes propriétés, et des groupes plus profonds, ici, des noyaux gris centraux, qui sont très importants, par exemple ici le striatum, dans l'apprentissage. Et donc ces différentes régions sont connectées entre elles par des fibres à courte distance ou à longue distance, ce qui permet de mettre en relation des zones fonctionnelles dédiées à différentes fonctions, en réseaux qui vont être impliqués dans des tâches diverses et variées. Donc c'est la première grande propriété, des milliards de neurones qui sont interconnectés et qui forment des réseaux qu'on appelle des réseaux fonctionnels. On va avoir des réseaux dédiés à la perception visuelle, on va avoir le cortex visuel primaire qui va servir à l'entrée pour la perception visuelle, des réseaux qui servent au contrôle moteur, à la planification et ainsi de suite. Une propriété fondamentale de ces réseaux, c'est qu'ils sont plastiques. Ils vont être capables de se modifier, et ce qui va les modifier, c'est leur activité. La mise en jeu de ces réseaux dans des tâches répétitives et multiples va permettre de les affiner et d'optimiser leur performance, et donc d'apprendre et d'améliorer leur relation avec l'environnement. Une dernière propriété dont je voudrais parler, c'est celle-ci, qui va me permettre d'introduire la suite, et un concept assez particulier, qui est que beaucoup des connexions du cerveau sont faites avec le cerveau lui-même, visiblement. D'accord ? Si on prend l'organisme dans son ensemble, vous avez des entrées qui viennent de l'environnement, qui passent par les systèmes sensoriels, la peau, pour le système somatosensoriel, l'audition, l'olfaction, la vision par la rétine. Tout ça représente des informations pertinentes, mais en fait, c'est une toute petite partie de ce que reçoit après votre cerveau. Pour le système visuel, par exemple, le cortex visuel primaire, qui est ceux qui ont fait de l'anatomie peut-être un peu, à l'arrière du cerveau, reçoit en 2 étapes de l'information qui vient de la rétine, qui a transformé la lumière en information et qui va jusqu'à cette zone-là. Et donc ça va être la porte d'entrée pour la perception visuelle. Et bien cette arrivée sensorielle représente que 20% de toutes les informations que cette aire visuelle primaire va
va recevoir. Tout le reste vient du cerveau lui-même. D'accord ? Ce qui veut dire en d'autres mots, et c'est ça que je vais illustrer, la perception visuelle vient en grande partie de votre cerveau et pas de l'environnement. Un exemple, cette photo ici, j'imagine que tous, vous avez reconnu un chat, d'accord ? Vous avez probablement vu que le chat était couché et orienté même en direction du soleil, probablement pour prendre la chaleur. Tout ça, c'est des inférences que votre cerveau a fait. Il n'y a absolument pas vraiment cette information dans cette image. L'image, elle est faite en fait de taches noires. On ne voit pas vraiment que c'est un chat parce qu'il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de queue. Il y a éventuellement les 2 oreilles qui vous donnent un indice. Et c'est votre cerveau, par l'apprentissage, par l'exposition dans votre historique à cet animal, sous plusieurs angles, qui a formé une prédiction, une représentation du monde et du chat. D'accord ? Et donc quand vous voyez cet animal-là, vous projetez, vous faites l'hypothèse que c'est un chat, et donc vous appliquez votre modèle du monde sur cette image qui est en fait assez réduite en termes d'information. Votre cerveau utilise donc des modèles du monde, d'accord ? Il fait des prédictions. Et ce terme prédiction, c'est ça que je vais utiliser un peu à la suite pour vous montrer à quel point c'est important, c'est probablement au cœur du fonctionnement du cerveau, et c'est ça qui va servir en particulier à faire de l'apprentissage. Un petit exemple supplémentaire. Donc je vais prendre plein de petits exemples. Celui-là, en fait, tout à l'heure j'y ai pensé, je me suis dit que peut-être que l'illusion de l'escalator en panne, peut-être que tous les sapeurs-pompiers voient que des escalators en panne, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un connaît cette illusion ? Est-ce que quelqu'un a déjà perçu quelque chose de très bizarre quand il montait sur un escalator qui était à l'arrêt ? Oui ? J'entends entendu oui. En fait, ce qu'on ressent, exactement, pour ceux qui l'ont essayé la prochaine fois, donc quand vous arrivez sur l'escalator qui est à l'arrêt, au moment où vous posez le pied sur l'escalator, vous sentez un genre de petit vertige. Ça dure quelques dizaines de millisecondes, et ce petit vertige, il est détecté immédiatement, vous avez un petit malaise, et votre cerveau récupère, et vous continuez à marcher normalement, tout se passe bien. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette illusion ? En fait, l'illusion montre que votre cerveau a appris à interagir avec un escalator à la suite d'expositions successives, d'accord ? Et quand vous voyez un escalator, et quand au moment où vous interagissez avec l'escalator, votre cerveau anticipe le déséquilibre qui est produit par la marche qui va vous pousser vers le haut, et donc vous accélérez. Et donc ce déséquilibre va être compensé immédiatement dans le cas normal. Ici, l'escalator est à l'arrêt. Votre cerveau voit un escalator, il prédit qu'il va y avoir besoin de compensation, il fait la compensation, mais en fait, il n'y a pas besoin de compensation. Et c'est ça, ce petit moment altéré que vous percevez. Heureusement, votre cerveau le perçoit et il corrige à ce moment-là. Il détecte qu'il y a une erreur entre ce qu'il avait prédit et ce qui arrive effectivement, et il va corriger. D'accord ? Et donc ça, ce petit exemple me fait souligner plusieurs faits importants. Votre cerveau fait des prédictions en permanence, ce qui lui permet notamment de gérer les ambiguïtés des stimuli comme le chat, et il permet aussi de détecter les problèmes, permet de détecter la nouveauté. Alors, dans la vie de tous les jours, pour l'escalator, ça vous permet de ne pas tomber à chaque fois que vous montez sur un escalator. Hein, vous êtes prêt et vous êtes efficace avec l'escalator. Mais quand l'escalator est en panne, eh bien, votre cerveau peut détecter qu'il y a un problème et il peut utiliser cette détection d'erreur pour s'adapter. J'essaie d'accélérer pour rattraper le temps. Donc, ce concept de détection d'erreur, c'est-à-dire d'écart entre ce que le cerveau s'attendait à obtenir et la réalité, c'est ça qui va nous suivre pour le reste de la présentation. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer ce mécanisme de détection et d'adaptation, qui est un peu plus réel, parce que c'est un test qui est utilisé très couramment en neuropsychologie, c'est le test de Stroop. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On va pouvoir le faire ensemble ici, en temps réel. C'est très facile. C'est un test de lecture et qui va même me permettre d'introduire 2 ou 3 concepts qui sont importants, je pense, pour montrer la régulation du comportement et comment on adapte le comportement. Le test consiste en 3 conditions. Vous pouvez le faire ici à voix haute ou pas à voix haute, mais l'intéressant pour vous, c'est de le faire réellement dans votre tête pour sentir les effets.
Donc il faut lire le plus vite possible, de haut en bas, les mots qui sont ici indiqués sur le tableau. Normalement, il y a une liste, on doit chronométrer, et donc la performance, c'est le temps mis pour lire, et éventuellement les erreurs s'il y a des erreurs. Donc là, c'est rouge, bleu, vert, rouge, vert, bleu. D'accord ? Deuxième condition, vous avez des lettres. Là, je vais vous demander de nommer la couleur des lettres le plus vite possible, de haut en bas. D'accord ? Vous le faites et vous estimez à peu près, vous sentez la vitesse à laquelle vous le faites, la facilité avec laquelle vous le faites. D'accord ? Donc là, c'est rouge, vert, bleu, vert, rouge, bleu. Et maintenant, condition test, la condition dite de Stroop, il faut toujours nommer la couleur des lettres de haut en bas le plus vite possible. D'accord. Donc là, quand vous riez, ça veut dire que vous n'y arrivez pas, en fait. C'est tout à fait normal. Donc si vous essayez de le faire, vous allez y arriver, évidemment. Vous vous rendez compte qu'il faut plusieurs choses. Il se passe plusieurs choses. Déjà, vous êtes beaucoup plus lent, d'accord ? Parce que ça vous demande quelque chose que vous ressentez comme de l'effort à produire l'instruction, à répondre à l'instruction que je vous ai donnée. D'accord ? Répondre à l'instruction, c'est-à-dire lire la couleur, et ne pas faire l'autre chose que vous avez tendance à faire, qui est de lire le mot. D'accord ? Et pourquoi vous lisez le mot ? Vous lisez le mot parce que c'est un automatisme. Alors je ne sais pas si c'est une compétence, la lecture, probablement, mais c'est quelque chose que vous avez acquis depuis tout petit, et puis maintenant vous lisez tout ce que vous voyez sans même y faire attention, ça sort tout seul. Votre cerveau lit constamment. Et donc l'instruction, en fait, vous demande de contrecarrer cet automatisme. Et pour contrecarrer cet automatisme, vous êtes obligé de mettre du contrôle, ce qu'on appelle du contrôle cognitif. Et ça prend de l'énergie, ça prend un effort, ça prend un genre d'effort attentionnel à votre cerveau pour le produire, et ça prend donc du temps. D'accord ? Et ce qui se passe en général dans ces tests-là, c'est que vous faites des erreurs, ou vous êtes sur le point de faire des erreurs. Donc vous commencez, vous dites bleu, et non, en fait, vous ne dites pas bleu, vous allez dire bleu, mais votre cerveau détecte assez facilement, c'est pour ça que vous sentez ce besoin d'effort, sans qu'il y ait un écart entre l'instruction que je vous ai donnée et la réponse que vous êtes en train de produire. D'accord ? Et donc, si on enregistre l'activité cérébrale à ce moment-là, à ce moment où vous êtes en train de prononcer le début, eh bien, on peut montrer, ça a été montré depuis les années 90 des centaines de fois, que 80 millisecondes après le début de l'activité musculaire qui va servir à produire la réponse fausse, 80 millisecondes après ça, votre cerveau produit une onde négative, ici, qui vient du cortex frontal, et qui va précéder le mécanisme de correction, la plupart du temps, si ça a été produit suffisamment fort et suffisamment rapidement. D'accord ? Donc il y a un signal d'erreur, qu'on appelle signal d'erreur, qui va être suivi d'un signal de correction. D'accord ? 80 millisecondes, c'est extrêmement court. Et ces 80 millisecondes, la réponse, elle n'est même pas produite encore, que votre cerveau a déjà détecté que vous allez être incorrect. Comment c'est possible ? C'est possible parce que le cerveau, en continu, fait des évaluations, il a ses prédictions basées sur les instructions, et en continu, il évalue ce qui est en train d'être produit de façon interne. Et donc, il détecte très facilement, avec ces mécanismes, les écarts entre les prédictions et ce qui est en train d'être produit par le cerveau lui-même. D'accord ? Donc c'est un mécanisme de correction interne qui suit un cycle d'adaptation comme ça. Détection d'erreurs, contrôle, donc augmentation du contrôle, ce qui va diminuer les erreurs, et donc ce qui amène au mécanisme de correction. Donc ça, c'est ce qu'on dit l'erreur de réponse plutôt. C'est au moment où on produit une activité motrice ou des choix, là on fait une correction, on peut faire des corrections rapides. Un autre mécanisme d'évaluation qui permet de corriger, et mon collègue en a parlé juste avant, c'est le feedback. Donc des feedbacks, il y en a partout. Le feedback, c'est un signal externe, mais qui peut être aussi en fait venir du corps, qui informe en retour sur une performance, sur un choix. J'ai choisi l'exemple pas de traverser la rue, mais de jouer au tennis, en fait. Mais bon, c'est à peu près pareil. Donc ça, c'est un feedback. Mais ce feedback, ici, donc, qui est la balle posée à côté de la ligne blanche, il a une signification
différentes selon le point de vue qu'on prend, selon le joueur et selon la situation en cours. Donc c'est un stimulus très banal, mais en fait, le contexte et l'interprétation dans laquelle il arrive va donner du sens. Est-ce que c'est une balle en dehors du cours ou à l'intérieur du cours? Est-ce que c'est un essai correct ou incorrect? Là encore, si on mesure l'activité cérébrale, pas pendant le tennis, mais dans des situations plus expérimentales, on peut montrer systématiquement une onde cérébrale, toujours frontale médiane, qui vient d'une région un peu plus antérieure, qui arrive 250 millisecondes après l'apparition ou l'occurrence de cet événement dit feedback. Des feedbacks, il y en a plein dans la vie de tous les jours, évidemment, et ils ont différentes propriétés. Là, j'en mets plusieurs, pas pour vous voyez ce que c'est, mais c'est simplement pour illustrer les propriétés de ces événements. Il y en a comme les notes ici qui ont un genre de côté quantitatif, même si ce n'est pas direct, donc ce n'est pas complètement explicite ce que veut dire le 0,5. Des gestes, souvent des gestes qui ont été appris, qui ont une signification apprise au cours de l'expérience. D'autres stimuli qui servent de feedback, ici en l'occurrence négatif, mais dont le problème peut être la mise en relation entre la cause du feedback et le feedback lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui a vraiment provoqué dans les actions précédentes, est-ce que même vos actions précédentes ont provoqué ce feedback ou pas, c'est souvent la question qu'on se pose quand on voit la page bleue là. Et d'autres feedbacks tels que le jeu ici, qui sont des feedbacks dynamiques, et qui, avec l'expérience, il est possible d'anticiper les situations, les contextes, nous permettent d'anticiper à l'avance qu'on va obtenir tel ou tel feedback. Donc tout ça, c'est de l'information. Il y a des versions négatives, il y a des versions positives, mais c'est des informations que le cerveau va pouvoir utiliser. D'accord ? Et donc c'est dans ce contexte-là, ce qu'on essaye de dire, c'est que l'erreur, pour nous, en neurosciences cognitives, c'est une information comme une autre, mais c'est une information. Alors elle n'est pas tout à fait comme une autre, parce qu'elle est accompagnée de tout un tas d'événements négatifs, émotionnels, qui vont être utilisés par le système, mais c'est quand même une information. Et en fait, ces erreurs, qui sont donc des écarts de prédiction, des écarts de prédiction qui peuvent être quantitatifs, peuvent être utilisés dans des mécanismes d'apprentissage. Et ça a été vraiment bien formalisé depuis de nombreuses années, en fait, dans les études comportementales, en ingénierie et maintenant en neurosciences. Et c'est ce que je vais essayer de vous détailler maintenant. Je reprends la compétence de servir au tennis. Si le sujet fait un service et qui prévoit que d'être évidemment dans le carré de service et que la balle est effectivement dans le carré de service, eh bien la prédiction qu'il avait est égale au résultat et donc l'erreur de prédiction est nulle. Il n'y a pas d'erreur en fait entre la prédiction et ce qui est obtenu. Si le résultat, qui est la balle en fait à l'extérieur du carré de service, est inférieur donc à la prédiction, on parle là d'erreur de prédiction négative. C'est une quantité négative parce que, à cause de cette différence entre le résultat et la réalité. Entre le résultat et la prédiction. Et à l'inverse, on peut avoir une erreur de prédiction positive, mais là le sens de erreur est un petit peu différent, c'est le sens d'erreur au sens d'ingénierie, qui est le cas où le résultat est supérieur à la prédiction. Ici le service est meilleur qu'attendu, c'est un ace, et l'erreur de prédiction positive va permettre de renforcer le comportement qui a été mis en place pour obtenir cet ace. D'accord ? Il y a un petit problème quand même ici qui se pose, qui est compliqué, qui est ce que j'ai appelé le credit assignment, ou la mise au crédit. C'est de savoir, quand on fait un geste comme ça qui est vraiment réussi, ou même quand celui qui est raté est vraiment raté, qu'est-ce qui dans le geste était incorrect. Et donc le système doit apprendre à associer, à retrouver ce qui n'était pas bon pour pouvoir corriger les bonnes choses et garder corriger les mauvaises choses, et garder les bonnes choses. Ça suggère que l'apprentissage, on peut être basé sur ce principe. C'est-à-dire quand c'est moins bon qu'attendu, je vais corriger dans un sens. Quand c'est meilleur, je vais plutôt essayer de conserver et de renforcer ce qui est bon. Mais il y a peut-être d'autres moyens de renforcer. Oui, ça c'était pour me rappeler que
pour les erreurs prédiction négatives et positives. Évidemment, en plus de ce côté un peu mécaniste apprentissage, il y a tout un côté émotionnel qui est mis en jeu par le système nerveux. D'accord ? C'est tout le problème des résultats négatifs à l'école, en fait, c'est que ça évoque des sentiments émotionnels qui peuvent aboutir à des situations anxiogènes. Mais bon, ça accompagne et probablement, si c'est maîtrisé, ça peut servir à renforcer les mécanismes d'apprentissage. Ma remarque précédente sur attribuer ou pas une certaine action à un résultat et comment on choisit que c'est telle action qu'on doit attribuer à tel résultat fait penser qu'il y a peut-être différents types d'apprentissage dans le cerveau. Et ça, c'est juste un exemple pour, si j'ai le temps, je ne sais pas où j'en suis vraiment, mais pour illustrer, c'est un exemple d'expérience qui a été fait il y a assez longtemps maintenant sur dissocier différents types d'apprentissage. Donc c'est une tâche qu'on appelle de prévision météo. Donc dans cette tâche, le sujet va apprendre par essai-erreur, dans la tâche apprentissage par feedback, quel type de carte, quel assemblage de cartes va prédire qu'il va faire soleil ou va prédire qu'il va faire plutôt un temps pluvieux. D'accord ? En fait, il se trouve que c'est des cartes à jouer. Il y a des cartes qui vont être plutôt associées à du mauvais temps et des cartes plutôt à du beau temps. Le sujet ne sait pas ça. Il va apprendre par essai-erreur en voyant les trois ensembles. Malheureusement, les trois ensembles ici. Et on va dire, tu choisis soleil ou pluie. Alors au début, il va choisir, il ne sait pas. Et puis il aura un feedback. Ici, dans ce cas-là, c'était correct parce qu'il avait choisi pluie. Et puis on va avoir d'autres essais, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sujet apprenne par essai-erreur, et en utilisant les feedbacks, quelle est la relation abstraite entre ces jeux de cartes et le temps qu'il va faire. D'accord ? On peut contraster ça à un autre type d'apprentissage qu'on appelle ici apprentissage déclaratif, où là, le sujet, il n'expérimente pas, il ne choisit pas. On lui propose simplement, on lui dit, voilà, cet agencement, c'est plutôt pluie, cet agencement, c'est plutôt soleil, et on lui en présente plein d'exemples comme ça, et donc c'est à lui de mémoriser ces différents exemples, et à la fin, on va lui demander, comme pour ceci, ah bah, telle carte, est-ce qu'elle est plutôt bonne pour la pluie ou plutôt bonne pour le soleil ? Les sujets apprennent à peu près de la même façon avec les mêmes performances dans les deux cas, et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans leur cerveau, eh bien, on voit que, même pour le même résultat, ce type d'apprentissage-là, par feedback, implique un réseau qui est en jaune, qui est différent du réseau qui est plutôt déclaratif. Et en fait, je ne rentre pas dans les détails, mais le réseau jaune, c'est plutôt un réseau qui implique des structures du cerveau qui sont impliquées dans l'apprentissage procédural, l'apprentissage par essai-erreur, donc classique, ça fait du sens, et qui sera impliqué dans des pathologies type maladie de Parkinson, par exemple. Alors que le réseau bleu est plutôt un réseau qui implique une structure qu'on appelle l'hippocampe, qui est effectivement impliquée dans la mémoire déclarative et qui va plutôt être touchée dans les maladies type maladie d'Alzheimer. Donc une dissociation vraiment entre ces deux réseaux, d'accord, entre ces deux tâches. Ce qui est intéressant là, c'est que si on arrive à suivre, c'est ce qui a été fait dans la deuxième étude, l'activité du cerveau que dans cette tâche-là, du début de l'apprentissage jusqu'à la fin, eh bien, on voit en fait que tout au début, eh bien, le sujet utilise le réseau bleu plutôt que le réseau jaune, et qu'au cours du temps, eh bien, ces deux réseaux qui sont en fait quelque part en opposition, vont compenser. Ça veut dire que le sujet et le cerveau utilisent une certaine stratégie d'apprentissage au début, plutôt déclaratif. C'est parce qu'en fait, il va essayer de se rappeler plutôt sur la base des événements, des scènes, des agencements entre les stimuli, et que petit à petit, ça va devenir plutôt procédural, et c'est plutôt les choix et les associations entre les choix, les stimuli et les feedbacks qui vont être pris en charge, et c'est comme ça que le sujet va finir et apprendre à optimiser et à automatiser éventuellement cette tâche. D'accord ? Donc l'apprentissage, c'est quelque chose qui est très dynamique au niveau... ça c'est une évidence, mais qui, au niveau des réseaux neuronaux recrutés, peut être très dynamique et très changeant au cours du temps. En tout cas, dans ce type d'apprentissage-là.
J'ai juste 2-3 choses pour finir. Ah, bah, je suis bien là. Ces mécanismes d'apprentissage basés sur les feedbacks, positifs, négatifs, erreurs de prédiction positive, erreurs de prédiction négative, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est extrêmement développé actuellement, et on arrive de plus en plus à voir comment le cerveau met ça en place au niveau des réseaux, au niveau de la neurochimie. La dopamine, dont vous avez peut-être entendu parler, est un neurotransmetteur qui est beaucoup utilisé dans ces apprentissages. Et c'est déclinable, ou en tout cas c'est utilisé dans différents niveaux d'apprentissage. J'ai parlé de choses très très simples, mais on sait par exemple que l'apprentissage par observation, dont on a parlé juste avant, implique aussi ce type de mécanisme avec du traitement d'erreurs de prédiction, l'erreur de prédiction sur l'action de l'autre, qui est une information. Hein. On prédit qu'un sujet va faire quelque chose, il fait autre chose. Ça, c'est une information qu'on peut utiliser pour apprendre. On peut apprendre aussi des résultats de l'autre, c'est aussi là une information que le cerveau va utiliser, et il va mettre en jeu les mêmes régions cérébrales que pour l'apprentissage par essai-erreur dont je vous ai parlé juste avant. Autre élément important, je pense là qui touche plus à votre niveau de réflexion sur l'apprentissage, c'est l'apprentissage à apprendre. En fait, par la répétition de la résolution des problèmes et d'apprentissage de problèmes différents, le cerveau va pouvoir apprendre non seulement à résoudre des associations locales entre des choix et des conséquences de choix, mais aussi des règles, générer des règles de résolution de différents problèmes. D'accord ? Il y a des structures à l'intérieur de ces différentes tâches qui sont rémanentes et que le cerveau peut extraire par l'exposition répétée. Et donc, ça va lui permettre de générer un modèle là, des règles de comportement qui permet de générer des hypothèses sur les prochains problèmes à venir. Et donc, ça va lui permettre d'accélérer la résolution des problèmes. Ce qu'on appelle l'apprentissage à apprendre. C'est-à-dire augmenter la vitesse d'apprentissage par l'exposition à différents problèmes de la même classe, voire éventuellement à transférer d'une classe à l'autre, mais en apprenant les structures à l'intérieur de ces tâches-là. D'accord ? Je voulais passer par là juste pour noter que cet apprentissage par renforcement, je vous l'ai dit au début, c'est issu aussi du domaine de l'ingénierie et c'est beaucoup utilisé actuellement en intelligence artificielle. D'accord ? Et l'idée en intelligence artificielle, maintenant, de plus en plus, c'est d'utiliser des savoirs qu'on a en neurosciences, notamment le fait qu'on a des réseaux neuronaux organisés en couches successives, en réseaux, dont je vous ai parlé au début, et que ces réseaux ont des moyens internes d'utiliser leur sortie pour modifier leur plasticité en retour, vers le plus ou vers le moins. D'accord ? C'est de l'apprentissage par renforcement. Alors il y a plutôt ce cas-là, qui vient de Google DeepMind, qui est les dernières intelligences artificielles qui ont été produites par DeepMind, la société, et qui ont servi à essayer de produire des intelligences qui sont capables de jouer au Go, qui était soi-disant le jeu le plus compliqué au monde. Voilà. Donc là, ils utilisent quelque chose qui s'appelle du Deep Reinforcement Learning. Et j'ai pris cet exemple parce que en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont réussi à faire des intelligences artificielles qui sont capables de battre même les meilleurs joueurs au monde de Go sans aucun problème. Simplement, ces intelligences artificielles sont très très longues à mettre en place. Elles sont compliquées. On est obligé de leur donner des tonnes d'informations sur les parties jouées par les différents joueurs. Enfin bon, c'est presque triché, quoi. Jusqu'à ce qu'ils produisent la dernière version qui s'appelle AlphaGo 0. Et ça s'appelle AlphaGo 0 parce que c'est une structure extrêmement simple, basée sur des réseaux récurrents comme ça, assez compliqués, avec des règles heuristiques de recherche d'informations, et du reinforcement learning. Et ce que vous voyez là, c'est la courbe de performance. AlphaGo 0, il part de 0, il ne sait pas du tout jouer au Go, initialement, et la façon dont c'est fait, c'est qu'il va jouer contre lui-même, des milliers de parties, très rapidement, et il va utiliser les résultats de ses interactions avec lui-même, avec ses propres parties, pour apprendre les règles et les structures des règles, et tout ça en autonomie. D'accord ? Et ce que vous voyez, c'est que c'est des heures, là, c'est en 40 heures,
en fait, AlphaGo 0 est arrivé à rejoindre la meilleure intelligence artificielle que DeepMind avait faite, ici, qui met, je ne sais pas, 3 mois à être conditionné pour faire une tâche à ce niveau-là, et va même surpasser ses performances. Donc ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, ce système-là, il est plus simple que les précédents, et un des principes, c'est l'auto-apprentissage qui permet à cette intelligence de se développer. Et je pense que ça dit quelque chose, non pas de l'intérêt de faire de l'intelligence artificielle, mais du potentiel de l'auto-apprentissage dans la genèse de comportements et de compétences extrêmement complexes. Ok, c'est une des conclusions. Le cerveau construit et affine ses prédictions par interaction avec l'environnement, et c'est ça l'apprentissage. D'être de plus en plus prédictif et d'affiner ses prédictions selon ce qui se passe dans l'interaction avec l'environnement. Et évidemment, là, vous voyez bien que naturellement, l'historique dans cet apprentissage est extrêmement important, parce que c'est ça qui va apporter l'information pour former les prédictions. Ce que nous, on est en train de faire dans mon laboratoire et dans d'autres, c'est l'effet à côté de ça. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que prendre de l'information dans l'environnement, les erreurs, les réussites, tout ça, c'est extraire quelque chose de l'environnement qui va nous permettre d'ajuster nos prédictions. Et donc pour des animaux comme les humains, en fait, aller explorer et laisser exprimer sa curiosité, c'est-à-dire aller vers le monde, aller vers l'inconnu, aller vers la nouveauté, c'est en fait essayer de gagner plus d'informations. Et ce qu'on sait, c'est que explorer et curiosité sont deux éléments qui sont assez caractéristiques des primates, en général. Beaucoup d'espèces animales, en fait, sont ce qu'on dit néophobes, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas du tout la nouveauté, parce que la nouveauté, ça peut être mal, ça peut être prédateur, alors que les primates, eux, la nouveauté, ils ont plutôt tendance à aller vers. Et du coup, aller vers la nouveauté, c'est pouvoir la manipuler, pouvoir créer de l'information pour mieux apprendre les relations. Et donc, il y a un lien naturel, on le sent intuitivement, entre motivation, exploration, analyse des feedbacks de l'environnement. Et en fait, on montre que cérébralement, effectivement, c'est le cas. Il y a des bases neuronales similaires entre ces choses-là, ce qui veut dire probablement qu'il faut peut-être travailler sur ce lien entre curiosité, motivation et gain d'information pour travailler sur vraiment les bases de l'apprentissage. Et voilà, ça c'est juste les choses dont je ne parlerai pas et qui me semblent sont importantes pour discuter de l'apprentissage, parce qu'il y a l'apprentissage comme ça, brute force, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Il y a l'effort, l'attention et la fatigue. Là, vous avez deux jours de session pleine de formation, je pense que vous avez bien, c'était dur, et donc ça joue sur les performances et sur ce que vous avez pu retenir de tout ça. Le rôle du sommeil et évidemment les biais cognitifs qui jouent sur la façon dont vous allez prendre des décisions lors de l'apprentissage, et donc ça va jouer aussi ça sur la façon dont vous allez apprendre. Et donc prendre ça en compte, c'est aussi, je pense, important. Voilà, je vais m'arrêter là et puis on va pouvoir poser des questions s'il y en a. Merci de votre attention. Moi, la question que je me pose, parce que tout ça c'est très riche, mais comment est-ce qu'on fait pour stopper cette culture de la peur de la faute et aller vers cette nouvelle culture, pour nous nouvelle, hein, du droit à l'erreur, qui du coup peut être valorisée? Parce que ça dépasse le domaine de la formation, et pourtant on sait que c'est comme ça qu'on va améliorer nos compétences. En fait, il faudrait commencer déjà par ce qui va être le plus difficile, je pense, c'est par en haut. C'est-à-dire que les évaluateurs arrêtent de prendre ces paramètres, les notes ou les erreurs, comme facteur qui sert à évaluer ses compétences. Et il y a un autre problème aussi, il y a un problème culturel vraiment, je crois. Là, je ne sais pas comment l'approcher, c'est qu'on sait très bien que dès tout petit, dès l'école, on nous
apprend, et puis les profs sont dans ce monde-là, les parents sont aussi dans ce monde-là. Tout le monde est un peu enfermé dans cette conception. Et moi, j'ai pas de méthode pour en sortir. Je crois que tout le monde est au fait qu'il faut en sortir. C'est ce qui est assez étonnant. Quand on discute avec les enseignants, ils se disent mais oui, non, ça ne va pas, et il faut faire quelque chose. Mais en fait, moi personnellement, j'ai pas de solution. Mais je sais que il y a du travail qui est fait là-dessus, parce que c'est un problème sociétal, vraiment. Oui, alors par rapport à ça, je crois que moi, je n'ai pas parlé beaucoup de didactique, mais la question de l'erreur en didactique est fondamentale. Parce que l'erreur en didactique, elle permet de repérer notamment les invariants opératoires qui permettent de produire cette erreur-là. Je donne juste un exemple qui me paraît parlant. Quand on s'intéresse par exemple à la résolution des problèmes additifs, c'est-à-dire ces problèmes qui se résolvent uniquement en faisant une addition ou bien une soustraction chez les élèves de cours élémentaires par exemple, on se rend compte qu'il y a des élèves qui croient que quand on a plus dans l'énoncé, il faut faire une addition, et quand on a moins dans l'énoncé, il faut faire une soustraction. Et par rapport à ce que vous avez expliqué tout à l'heure, effectivement, il y a des classes de problèmes qui permettent effectivement de penser ça. C'est-à-dire que dans la mesure où l'enseignant propose une série de problèmes qu'il a choisis au hasard, sans tenir compte de ça, il peut se faire que tous les problèmes qu'il a proposés correspondent précisément à cette irrégularité que les êtres vivants sont particulièrement sensibles à repérer. On est, en tant qu'être humain en particulier, on est très sensible à notre environnement et aux régularités de notre environnement. D'où les apprentissages implicites, où on présente des suites de lettres, par exemple, sans signification, et malgré tout, avec des régularités ou pas de régularités, et les gens sont capables de repérer les suites de lettres qui présentent des régularités par rapport à celles qui n'en présentent pas. Donc je pense qu'il y a effectivement un travail extrêmement important à faire chez les enseignants pour les amener à penser que chaque fois qu'il y a une erreur, ce qui est important, c'est de trouver l'invariant opératoire qui est derrière et qui a produit cette erreur-là. En général, les erreurs ne sont pas produites au hasard. Chaque fois qu'on a essayé de comparer les erreurs qui étaient produites par rapport au hasard, on trouve que ça ne correspond pas parce qu'on se rend compte qu'il y a une cause des erreurs que l'on produit. Et du coup, ça veut dire quelles sont les situations que j'ai proposées, ça veut dire pour l'enseignant, quelles sont les situations que j'ai proposées, quelles sont les régularités des situations que j'ai proposées qui ont pu construire chez les apprenants des représentations qui sont erronées et qui du coup les amènent à faire des erreurs qui sont des erreurs qu'on aurait pu éviter si en didactique on avait été capable de construire des situations bien calibrées qui permettent effectivement de construire le schème qu'on veut construire avec les invariants opératoires qui correspondent au schème qu'on veut construire. Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier pour la méthode que vous avez apportée au sein de votre modèle. Enfin, moi, je découvre un modèle qui pourrait peut-être s'appliquer à notre profession. Je voulais vous demander la chose suivante. Est-ce que vous avez... alors vous parliez à la fin de votre attention d'écologie de l'apprentissage. Est-ce que vous avez quelques notions sur la surexploitation du cerveau, ou à un moment y a-t-il des phénomènes de rupture, voilà, comment vous voyez l'avenir? Vous savez, on est à l'heure des neurosciences et de la méditation aussi, et quel regard vous portez là-dessus? Ça fait beaucoup de questions, beaucoup de points. Je vais commencer par la fin. La méditation, en ce moment, c'est un sujet en vogue en neurosciences. Il y a beaucoup d'études là-dessus.
qui relève d'ailleurs d'essayer de faire un management de l'attention et du contrôle, les processus de contrôle dont j'ai parlé tout à l'heure. La surexploitation du cerveau, je ne suis pas sûr exactement ce que vous voulez dire par là, mais ce qui est clair, c'est que... alors, il y a plusieurs façons de répondre. Il y a la surexploitation par l'environnement, c'est ça que vous voulez dire. Effectivement, on sait, et c'est le problème qu'on a avec les enfants actuellement, c'est la surexposition à des systèmes informationnels qui sont en plus interactifs. On n'est encore pas très sûr en fait, de l'impact de ça, en tout cas pour les adolescents. On sait que chez les très jeunes, c'est mauvais pour le développement. Et c'est mauvais, non pas parce qu'il y a trop d'informations, je pense, c'est mauvais aussi, c'est parce que ça focalise sur qu'un seul type d'interaction et d'information, et pas avec les choses réelles de la vie, la manipulation d'objets, l'interaction avec les congénères et tout ça. Donc ça, là, il y a un biais de ce côté-là. Il y a de l'exploitation attentionnelle, toujours à peu près dans le même domaine avec, la façon dont les objets connectés vous attirent et attirent l'attention. Ça, c'est clair. Et les médias en abusent et les systèmes même qu'on utilise pour interagir avec l'environnement vous utilisent comme acteur de cette interaction. Donc oui, ça c'est de la surexploitation. Il se trouve que, en fait, la dernière étude que je mentionnais sur la correspondance entre les mécanismes cérébraux de l'exploration, de la décision et de l'apprentissage, on l'a faite en travaillant sur les problèmes de vérification. En fait, on a une étude qui était liée aux troubles obsessionnels compulsifs, et d'un point de vue fondamental, et on s'est aperçu que les prises de décision de vérification, en fait, sont du type exploration. Et donc, elles vont permettre d'aller chercher de l'information et apprendre de l'environnement. Vous voyez que ça, et donc il y a un cercle vicieux là, c'est-à-dire qu'on va apprendre, ça va déclencher des mécanismes d'exploration supplémentaires, dirigés, et si tout ça c'est bien géré, ça va bien, mais dans un environnement, alors soit pathologique avec les troubles obsessionnels, soit semi-pathologique avec les systèmes interactifs, là ça peut effectivement être un genre de hijack du système cérébral de l'apprentissage. Et donc vous avez parlé de la surexploitation, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre d'informations que l'on peut traiter inconsciemment, il est considérable. D'ailleurs, on n'a même plus le choix puisque ça passe sous nos yeux et on traite forcément puisque on regarde et on prend ou on prend pas, ou on prend avec un degré de conscience qui peut se discuter. Oui, c'est pas complètement vrai quand même. Et alors attendez, comme ça vous pouvez répondre aussi, parce que vous n'avez pas répondu à une question, c'est et les effets de la méditation, à moins que vous n'ayez pas étudié le sujet, parce que... Non, j'ai pas étudié le sujet, c'est sûr. Ah, d'accord. Ce que je disais, c'est que c'est un sujet actuellement en vogue en neurosciences. C'est-à-dire que la méditation, qui était un domaine qui était plutôt en tout cas extra neuroscientifique, maintenant est intégré dans certains programmes de recherche. Tout à fait. Mais je ne peux pas vous en dire plus que ça. D'accord. Ça a l'air d'être bénéfique. Ouais, non, mais on ne sait pas. Mais enfin bon, c'est ce que disent certains. Et si vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur le fait du nombre d'informations que l'on prend consciemment ou inconsciemment, ouais. Vous vouliez dire non, en fait, le cerveau a certaines limites quand même. C'est pas un puits sans fin comme une caméra par exemple qui prendrait tout et filmerait tout en continu 24 heures sur 24. Ça se passe pas comme ça. Il y a certaines informations qu'on dirait inconscientes qui arrivent, qui sont traitées par le cerveau, qui en général sont des informations qui alertent et qui servent notamment à réagir dans les cas de danger, des choses comme ça. La plupart de l'information que vous captez, elle est dans votre focus attentionnel, dans ce que vous êtes sur la chose sur laquelle vous êtes concentré,
Et ça, c'est limité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre plus qu'une certaine dose d'information à un moment donné. D'accord ? C'est vrai à un moment donné, et c'est vrai dans le temps, c'est-à-dire que votre cerveau aussi a des capacités limitées dans le temps, dues à des ressources limitées, des ressources énergétiques et des ressources cognitives. Moi, je veux bien ajouter un petit mot sur cette question-là, s'il vous plaît. Parce que, en fait, moi, ce qui me paraît important, et notamment dans votre métier, là, j'en parlais de façon privée tout à l'heure au repas, mais il me semble que, justement, dans les formations que vous avez à mettre en place, vous avez un métier qui est très procédural, et donc qui est un métier sur lequel on doit construire nécessairement des automatismes conformes aux procédures telles qu'elles sont écrites. Et en revanche, vous êtes confronté en permanence à des situations qui ne sont pas des situations ordinaires. Et donc, par rapport à ces situations-là, il faut déroger en quelque sorte à l'automatisme, ou du moins utiliser l'automatisme comme étant un moyen de libérer des capacités cognitives qui permettent de penser à déroger intelligemment à la procédure. Et donc je pense que ces deux formes d'apprentissage sont extrêmement importantes à développer. D'une part, des apprentissages qui rejoignent ceux qui ont été évoqués, notamment par renforcement tels qu'ils ont été évoqués tout à l'heure, et des apprentissages qui sont des apprentissages cette fois plus profonds, j'espère que je ne me trompe pas en le disant comme ça, qui sont beaucoup plus profonds et qui correspondent par exemple à la deuxième boucle du modèle que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire cette réflexion sur les invariants opératoires. Et tout à l'heure, je l'ai dit très rapidement, mais je disais que ces invariants opératoires font des différences massives entre des experts et des novices. Pourquoi ? Parce que les experts sont capables de repérer très rapidement, grâce à leur expérience, les 2-3 éléments qui sont pertinents à prendre en compte dans la situation, là où les novices ne sont pas capables de faire ça, et eux sont d'une certaine façon, on pourrait le dire comme ça, en surcharge cognitive, c'est-à-dire qu'il y a trop d'informations par rapport à ce qu'ils sont capables de traiter, et les automatismes qu'ils ont acquis ne suffisent pas à faire face à la situation. Donc il me semble que la question de la formation par rapport à ces questions-là est extrêmement importante, à savoir qu'il est important de développer des automatismes de façon à être efficient d'une certaine manière et libéré de l'attention pour pouvoir s'adapter à la particularité des situations qui sont là et qui sont jamais identiques. Et je pense que ce sont deux types d'entraînement, deux types de formation qui sont radicalement différents à mettre en place. Bonsoir, je vous remercie de cette transition magnifique avec ma question. Ma question porte sur une partie de notre cœur de métier, qui est l'activité opérationnelle, plus particulièrement la prise de décision en situation opérationnelle, et encore plus particulièrement la prise de décision du commandant d'opération de secours. Ça fait très longtemps que je me pose la question, dans mon propre fonctionnement, dans ces situations-là, du rapport entre une activité qu'on pourrait appeler peut-être improprement intuitive et l'activité de réflexion proprement dite, effectuée par le cortex et notamment la partie d'anticipation et de construction de scénarios. Un de nos grands anciens, qui n'était pas trop mauvais en prise de décision opérationnelle, c'était Bonaparte, disait, à peu de choses près, l'intuition n'est qu'un calcul rapidement fait. Alors j'ai bien noté tout à l'heure les capacités cérébrales que nous avons en termes prédictifs et qui sont extrêmement rapides parce que les délais que vous avez donnés étaient saisissants sur le rétablissement d'une situation et la construction d'une prise de décision adaptée face à une situation qui évolue et face au fait qu'on s'aperçoit qu'on est sur le point de commettre une erreur. Mais je voudrais connaître votre sentiment sur l'hypothèse que, en matière prédictive, notre cerveau est capable de choses extrêmement rapides et extrêmement complexes, qui nous arrangent bien dans la prise de décision opérationnelle, et que je me demande si quelquefois nous n'aurions pas un certain nombre de filtres
et d'écran dans l'activité cognitive superficielle et mentale superficielle qui nous empêche de tirer tout le profit de cette rapidité, de cette qualité de prédiction que notre cortex est capable de produire. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Oui, mais c'est un peu effectivement le sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Je crois qu'il faut faire la part des choses. On peut faire face très rapidement à des situations nouvelles et très complexes si quelque part on a déjà acquis par l'expérience, par le passé, tout un tas de solutions et de réponses comportementales. Et donc là, à ce moment-là, votre cerveau il a appris à faire ce type de prédiction, il a tout un set de prédictions et il va vous suffire d'avoir la capacité de rapidement détecter la situation problématique. En fait, c'est ça qui est plus compliqué, je pense, et qu'il faut apprendre, c'est-à-dire de pouvoir identifier les caractéristiques de cette situation de risque ou de crise et de pouvoir choisir très rapidement parmi ce qui a déjà été connu. Moi, je prenais tout à l'heure dans la discussion l'exemple du joueur de jazz qui fait une impro. Quand un joueur de jazz fait une impro et passe d'un moment à un autre de l'impro, il fait ça quasiment, c'est pratiquement instantané en fait. Et c'est instantané parce que en fait, c'est prédictif. Il est constamment en train de réévaluer la suite des enchaînements qui va être fait en fonction de ce qu'il sait déjà. Ça ne vient pas de nulle part. Il n'invente pas de zéro la musique et le jazz. En fait, c'est basé sur un acquis, un ensemble d'acquis. C'est des morceaux d'acquis qui vont être remis dans un ordre particulier à un moment donné. Et ça tient peut-être de ça, en fait, ce dont vous parlez. Maintenant, je pense que ça doit être acquis, ça. Et la façon de l'acquérir, là, par contre, je n'ai pas de solution, et je pense que ça doit faire partie peut-être des nouveaux plans de formation. Je ne sais pas, il faut y réfléchir, en tout cas. Moi, je veux bien faire un petit complément là-dessus. Il ne faut pas oublier que les compétences, ce sont des compétences qui sont en très grande partie, probablement en majorité, non conscientes. Et non conscientes notamment à cause des apprentissages implicites que l'on fait, c'est-à-dire de ce repérage de régularité. Et donc il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'encodage des expériences non conscientes qui se fait, pas avec des mots, avec quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appellerais un proto-langage, mais probablement avec des signifiants qui sont incorporés et qui permettent effectivement d'avoir des décisions intuitives qui paraissent intuitives, mais qui en fait ne le sont pas, mais fondées sur de l'expérience qui a été mise en ordre à l'insu du sujet qui produit ça. Et en même temps, ce que je voulais souligner, c'est à la fois la filiation qu'il y a entre ces proto-constructions non conscientes et les constructions conscientes et notamment conscientes verbalisables, et en même temps leur opposition, c'est-à-dire qu'on est dans un processus qui est un processus de filiation antagonisme. C'est dans le même ordre d'idées, on construit de façon intuitive, puis on verbalise et on est capable de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire quand on n'était pas conscient. On peut communiquer aux autres, on peut réfléchir, tout ce qui est conscient offre un avantage. Mais en même temps, c'est un inconvénient d'une certaine manière parce que ça entre en opposition précisément avec l'intuition. Et quelquefois, le raisonnement que l'on est capable de produire peut être plus mauvais que l'intuition qu'on aurait eue si on n'avait pas ce raisonnement verbal. Hein, et en développement, en psychologie du développement, et moi je suis psychologue du développement, cette idée de filiation-antagonisme est une idée qui est extrêmement prégnante, notamment chez des auteurs comme Vallon. L'apprentissage est individuel, par le biais de prescriptions. Certes, l'individu propre a ses propres perceptions, a ses propres inférences,
Et en fait, quelque part, il va, lui, capter quelque chose. Nous, en tant que professionnels de la formation, c'est qu'on doit verbaliser une compétence pour pouvoir la délivrer. Donc c'est là la difficulté. Alors, outre vous avez posé vos modèles pour justement essayer de verbaliser ce côté individuel. Et notre challenge, il est là. Alors bon, juste un petit mot de réponse. Effectivement, hein, la verbalisation, c'est un atout, notamment pour faire sortir des éléments qui ne seraient pas verbalisés, qui resteraient dans l'implicite. Hein. C'est-à-dire quand on fait un entretien d'explicitation, par exemple, comme on le fait en clinique de l'activité, quand on fait ça, on arrive à faire sortir des éléments, on arrive à extraire des descriptions de l'activité qu'on n'aurait pas sans ça. Et ça peut être un avantage parce que ça permet de réfléchir. Mais en même temps, dans toutes les situations de formation, les apprenants apprennent des quantités de choses dont le formateur n'a absolument pas conscience et auxquelles il n'a pas accès. Et les apprenants eux-mêmes n'ont pas forcément accès à ce qu'ils ont appris. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend par l'expérience et pas nécessairement en formalisant. Mais je suis bien d'accord avec vous que le travail du formateur, c'est pas de travailler sur de l'implicite, sauf si, comme je le disais tout à l'heure, si on travaille sur les erreurs. C'est-à-dire qu'on peut se poser des questions sur des erreurs qu'on ne sait pas expliquer à travers des explications verbales et que par contre on pourrait expliquer au regard d'un variant opératoire non conscient, non formalisé. Vergniaud parle de théorème en acte et de concept en acte précisément pour dire c'est dans l'action et c'est pas nécessairement verbalisé ou même verbalisable. Et par contre, on peut, en tant que formateur, repérer des choses qui sont faites et qui peuvent laisser penser qu'il y a une logique derrière de tel ou tel type, non consciente, mais qui produit ce type d'erreur. Et la mesure de la prescription, justement, de l'évaluateur. Pardon ? La mesure de la prescription de l'évaluateur, parce qu'il y a une interprétation. Qui est le plus à même de transcrire cette compétence? C'est l'individu propre? Pas nécessairement. Et la question, c'est de tester. C'est-à-dire que si, par exemple, sur les problèmes additifs que j'évoquais tout à l'heure, on fait l'hypothèse que cet enfant-là, il pense à faire une addition quand il voit plus dans l'énoncé et moins quand il voit... et une soustraction quand il voit moins dans l'énoncé, on peut préparer des séries de problèmes qui permettent de vérifier si cette hypothèse est correcte ou pas. Et si elle n'est pas correcte, on peut essayer d'en émettre une autre et ainsi de suite. Juste une remarque par rapport à vos deux présentations. C'est Jean-Claude, tu évoquais le fait que l'activité, c'est produire quelque chose par rapport à un objet et c'est en même temps construire l'avenir. Et Emmanuel, finalement, vous avez expliqué que le cerveau, finalement, vous avez illustré l'aspect neurobiologique de cet aspect-là de l'activité. Donc, je trouve ça super intéressant de voir que finalement, deux approches dans deux champs conceptuels qui sont quand même éloignés, celui des sciences de l'éducation et celui des neurosciences, finalement, parlent de la même chose. Donc, c'est plutôt rassurant, en fait, par rapport à nos travaux et par rapport à l'environnement de formation qu'on tente tout doucement de transformer dans ce cadre-là. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour vos éclairages. J'espère que ça nourrit vos réflexions et que ça nous permettra de continuer à grandir, à faire évoluer nos dispositifs de formation. Voilà, donc je pense qu'on peut encore une fois vous applaudir et vous remercier pour cette intervention.